un problème. Bon, d'abord, elle est sensible à la longueur des documents. Ça, c'est pas vraiment un argument parce qu'on peut aussi normaliser. Okay. Et c'est ce qu'on fait en général en data mining. Quand on a plusieurs variables, on va standardiser une variable. Donc, c'est pas vraiment un argument. Là où on a un vrai argument, plus les vecteurs sont clairsemés et de grandes dimensions, plus les objets vont être loin les uns des autres, et donc moins leur distance aura de sens. Bon. En fait, ce qui se passe, c'est que quand la dimension augmente, de toute façon, toutes les distances, les distances entre quelles que soient les paires de documents, on va avoir tendance à avoir des distances qui se ressemblent. Donc on va perdre de l'information, plus la dimension augmente. Autre chose, quand on a des vecteurs qui comportent beaucoup de zéros, c'est une manière de dire clairsemé, c'est-à-dire beaucoup de zéros. Donc quand on a beaucoup de zéros, eh ben, on va avoir l'impression ici, si on a deux vecteurs qui ont un zéro sur tous les deux un zéro sur la dimension K, ben, notre écart va être de 0 pour cette dimension. Ce qui donne l'impression que ces deux vecteurs vont se ressembler. Donc si on a des documents qui sont très... si on a des vecteurs qui sont très clairsemés, où il y a beaucoup de zéros, ben, typiquement, on va avoir tendance à avoir une distance qui va être un peu plus petite que ce qu'elle devrait. Au sens où, quand je dis qu'elle devrait, au sens où le fait que deux documents ne comportent pas un terme donné n'est pas un point commun entre ces documents. Alors que, selon cette mesure de distance, c'est considéré comme un point commun. C'est-à-dire que là, le fait, supposons qu'on mette juste, on travaille avec des vecteurs binaires, on dit soit le terme il est là, soit il n'est pas là. On a plusieurs manières de faire dans notre NLP. On peut dire je vais faire un vecteur. Chaque document est caractérisé par, alors on a un vecteur pour chaque terme qui est employé un jour ou l'autre dans un des documents. Si le terme apparaît, je mets un 1. Si le terme n'apparaît pas, je mets un 0. Si j'ai deux documents qui comportent le même terme, je vais avoir 1 dans les deux cas. Je fais la différence, ça donne 0. Ça va donc pas contribuer à la distance, au sens où ça va être un point commun entre ces deux documents. Mais si les deux documents ont en commun de ne pas avoir un terme donné, ils auront 0 tous les deux, et la différence va être 0 aussi, ça donnera la même chose. C'est-à-dire, si je parle de deux documents qui emploient le terme bougie, puis de deux documents et aucun des deux ne parle du terme bougie, ben, l'information va être la même. Or, le fait que deux documents parlent du terme bougie, c'est un indice de similarité, un indice de faible distance, qui est beaucoup plus pertinent que le fait que aucun de mes deux documents n'emploie le terme bougie. Je pense que ça, c'est clair. C'est un concept qui est simple, mais qui est crucial. Parce que ça veut dire qu'il y a beaucoup de choses qu'on fait d'habitude en data mining qu'on ne peut pas faire en data mining. Okay. Toutes les méthodes qui sont basées sur les distances classiques vont avoir tendance à se casser la figure. Nous, ici, on va devoir utiliser des mesures qui vont tenir compte de l'asymétrie d'information. Alors, qu'est-ce qu'il y a comme option? En général, une distance qu'on utilise assez fréquemment, c'est le cosinus. Donc, c'est une distance basée sur le cosinus. En fait, le cosinus va être une mesure de similarité. Donc, voilà, il va falloir se rappeler de nos cours d'algèbre binaire. Trigonométrie, même c'est encore pire que ça. Je ne sais pas si la mémoire que vous avez de la trigo, mais moi c'était l'enfer. On a des tas de formules à apprendre. Sinus carré plus cosinus carré. Tangent carré. Voilà. Une fois que tu sais ça, tout reste. Tout découle de ça. Bon. Donc, le cosinus de l'angle entre deux vecteurs. Donc on va prendre ici deux vecteurs. On a représenté un vecteur A et un vecteur B. On va supposer donc dans un espace multidimensionnel, l'espace des termes employés, on a un vecteur A qui représente le document A, un vecteur B qui représente le document B. Si l'angle est nul,
la similarité est grande et la valeur du cosinus va être égale à 1. Ça, c'est vrai. Mais juste à voir comment on fait pour calculer le cosinus d'un angle, on prend le produit scalaire divisé par le produit des normes. Donc en fait, ça revient à normaliser chacun des vecteurs, on prend le produit scalaire. Le produit scalaire, ça veut dire que je prends x1, xi1 moins... non, je fais le produit, je multiplie, je fais la somme sur toutes les dimensions. Donc ça nous donne une valeur qui est comprise entre moins 1 et 1. Ça va être 1 quand les deux vecteurs sont dans la même direction, la même direction et dans le même sens. Ça va être égal à moins 1 quand ils sont dans la même direction mais de sens opposé. Puis quand ils sont perpendiculaires, ça va être égal à 0. Est-ce que c'est correct de le visualiser un petit peu comme une corrélation? Je pense que c'est un petit peu ça l'idée. Cosinus égale à 1, corrélation égale à 1, on a les deux trucs sont pareils. Cosinus égale à 0, ils sont orthogonaux, c'est ça qu'on a pour la corrélation. Corrélation nulle, ça veut dire qu'en fait on n'a pas de point commun. Une information sur le premier ne donne rien sur le deuxième. Et puis corrélation de moins 1, ça veut dire qu'ils sont opposés. Alors ce qui est amusant ici, c'est qu'en fait, corrélation de moins 1, on va pas avoir ça. Parce que typiquement, ce qu'on va avoir, c'est toujours des nombres positifs. Si on parle de fréquence ou de choses comme ça, on va toujours avoir des nombres positifs. Donc je ne vois pas comment on peut avoir deux vecteurs qui sont opposés, puisqu'il faudrait qu'il y en ait un qui ait des négatifs. Mais ce n'est pas grave, c'est un détail un petit peu mathématique et technique. Alors là, ce qui est intéressant, premièrement, c'est que le cosinus, donc le cosinus va être utilisé comme une mesure de similarité. Il va nous donner un nombre qui est compris dans notre cas, entre 0 et 1, parce qu'on ne pourra pas avoir des nombres négatifs, parce qu'on va avoir, on suppose que nos vecteurs sont représentés, sont que des termes positifs. Donc, il n'est pas sensible à la longueur du document. Si j'ai un document A, mettons, qui est 2 fois plus long, je vais supposer ici mon document A, je suppose qu'il est 2 fois plus long, mais après, comme je vais de toute façon normaliser, je vais rediviser par 2. Donc ce n'est pas sensible à la longueur du document. Donc, on est capable de comparer un document court avec un document long. Il va juste regarder la proportion des termes qui apparaissent dans un document et la proportion des termes qui apparaissent dans l'autre. C'est-à-dire si on a un document qui est 2 fois plus long que l'autre, puis qu'on utilise 20% du temps un terme dans un document, on utilise 20% du temps le même terme dans l'autre document, ben on va avoir des similarités ici. Et si toutes les proportions se ressemblent, on va avoir un cosinus de 1. Puis plus on va avoir des différences, et plus ça va réduire le cosinus, jusqu'à un moment où on aurait un cosinus de 0, dans le cas où, si un terme est employé dans un document, il n'apparaît pas dans l'autre et vice-versa. À ce moment-là, ça veut dire qu'ils utilisent chacun des ensembles de termes qui sont différents, qui sont disjoints. Et à ce moment-là, le cosinus sera égal à 0. Ok? Donc, si on veut mesurer une similarité entre les deux, ben, une mesure, ça serait de dire 1 moins le cosinus, puis on aurait une mesure la similarité, on va prendre le cosinus. Puis si on veut une distance, on dira 1 moins le cosinus, ça va nous donner une mesure de similarité. Une mesure de distance, L'avantage, comme je viens de le dire, c'est normalisé. C'est pas sensible donc à la taille du document, parce que c'est normalisé. En mesurant que l'angle entre les documents ne suffira pas de la différence du nombre d'occurrences des mots. Oui, donc on mesure l'angle simplement, donc ça normalise. Le produit scalaire permet de ne pas subir la problématique de représentation clairsemée, c'est-à-dire que les zéros n'ont pas d'impact sur le calcul, ce qui est quand même assez intéressant. C'est comme si, bon, vous allez me dire, mais pourquoi, pourtant ils apparaissent dans la formule, pourquoi est-ce qu'ils n'apparaissent pas, pourquoi est-ce qu'ils ne comptent pas? Ben, si j'ai un 0 qui apparaît dans 2 documents, ben c'est comme si au lieu d'être à 3 dimensions, je suppose ici j'ai 2 dimensions qui est mon tableau, puis une 3e dimension qui est comme ça. Maintenant, si j'ai un 0 qui apparaît dans les deux, c'est comme si finalement je travaille la dimension 2 qui est la dimension de mon tableau. Okay. Donc, les zéros supplémentaires n'ont pas un impact majeur. Soit juste une.
Les inconvénients, difficiles à interpréter, sauf toujours de la malédiction de la dimensionnalité. Plus il y a de dimensions, plus l'angle moyen tend vers 90 degrés. Oui, ben, c'est sûr que plus on va avoir de termes, si on a beaucoup de termes, eh bien, à un moment donné, comment dire, on va avoir des chances d'avoir une plus grosse proportion de termes qui vont être disjoints. Puis à ce moment-là, si on a moins de termes communs, ben, ça va donner l'impression que les documents parlent de non par rapport. Ça, c'est un petit peu un problème. Il est moins je garde le meilleur pour la semaine prochaine. Il me reste. Ouais, il me reste Jacquard. Non, je vais en dire 2 mots sur Jacquard parce que et on va de toute façon revenir dessus là, au début de la semaine prochaine. La distance de Jacquard, en gros, ça c'est une distance qui est hyper vieille, hein, ça date de 1901, et c'est juste de dire, si j'ai un objet qui est caractérisé par un ensemble d'attributs, j'ai un deuxième objet qui est lui aussi caractérisé par un ensemble d'attributs, ce que je vais faire, c'est que je vais mesurer une similarité en comptant la proportion de tous les attributs qui sont communs. Donc, si je prends 2 objets, qui est chacun caractérisé par un ensemble d'attributs, en tout, j'ai tous ces attributs qui apparaissent. Ça, on peut voir ça comme étant tous les termes qu'il peut y avoir dans mon dictionnaire. Je dis le premier, il est associé à ces termes-là. Alors, on va dire ça. J'en ai 5 ici. Le deuxième, il est associé à cela. D'accord? Donc, je dis, parmi tous les termes qui sont associés à soit l'un, soit l'autre, donc l'union de ces ensembles, parmi tous les termes, il y en a combien qui sont communs? La réponse est ici, j'en ai 2 de communs. Combien j'en ai en tout? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Similarité 2 sur 7. Si tous les 2 objets partagent exactement les mêmes termes, je vais avoir une similarité de 1. S'ils n'ont rien en commun, je vais avoir 0 divisé par le nombre d'attributs, ça va faire 0. Donc en gros, s'ils n'ont rien en commun, j'ai 0. La même chose qu'avec le cosinus. S'ils ont tout en commun, j'ai 1. Même chose qu'avec le cosinus. Par contre, ici, c'est défini comme des proportions d'attributs qui sont communs. C'est basé sur la théorie des ensembles. Et quand on regarde le détail, c'est qu'on prend qu'est-ce que ça veut dire une barre A, le petit pont B, une autre barre. Ça veut dire la cardinalité, donc le nombre d'éléments qu'il y a dans l'ensemble qui est l'intersection des attributs de A et de B. Divisé par le nombre d'éléments qu'il y a dans l'union. Donc je prends l'intersection, il y a 2 éléments dans l'intersection, il y en a 7 dans l'union, 2 sur 7. Okay. C'est une mesure qui est très efficace et très pratique en text mining parce que tous les termes qui apparaissent ni dans un document ni dans l'autre ne sont juste pas considérés. Donc, l'asymétrie de l'information ne nous gêne pas. Inconvénient, ça marche avec des valeurs binaires. Mais il existe une version pour des valeurs réelles. On s'arrête là, j'ai pris 2 minutes de plus, mais bon, je pense que je vais...